voudrais ici réagir à la récente visite du président français, le président Emmanuel Macron, en Côte d'Ivoire, le 21 décembre 2019. Et pour cela, je vais principalement m'adresser au président Macron, même si en filigrane de ce que je vais dire, il y a également un message pour la jeunesse africaine. Je commencerai par dire immédiatement et sans embâche au président Macron, Monsieur le Président, vous vous trompez fondamentalement de politique africaine. Je vais répéter, Monsieur le Président, comme tous vos prédécesseurs, vous vous trompez fondamentalement de politique africaine. Et j'ai envie de dire, en langage plus simple, que vous êtes hors sujet. Évidemment, en tant que professeur, donc non seulement de littérature, mais également de sciences politiques, enseignant aux États-Unis, il m'incombe quelque peu d'apporter mon humble éclairage à ce débat. Parce qu'au-delà du franc CFA, il y a également le débat plus large de la France-Afrique. Et je vais essayer ici de donner ma petite opinion sur la question. Mais Monsieur le Président, avant que de passer, n'est-ce pas, aux arguments principaux qui m'amènent ici, je voudrais quand même noter 3 éléments positifs qui ressortent de votre visite en Côte d'Ivoire. Le premier élément, évidemment, est que vous ayez pris le temps d'aller en terre africaine. Lors d'une visite, somme toute très importante, qui n'est pas la première d'ailleurs, mais qui vous a amené néanmoins à parler aux Africains, les yeux dans les yeux. Et pour moi, ce geste est salutaire parce que il y a une grande différence entre s'adresser à quelqu'un par médias interposés et le fait de pouvoir regarder la personne dans les yeux et donc, quelque part, de permettre à chacun de jauger de manière physique et concrète les éléments de sincérité qui ressortent du discours des uns et des autres. Et l'Afrique, en tant que terre d'accueil, sait reconnaître cette marque de respect. Puisque là, vous n'avez pas dicté depuis la France quelque chose qui, certainement, fera encore des remous. Mais vous êtes quand même venu en Afrique dans une tentative d'amorcer un dialogue qui, à mon avis, ne fait que commencer. Donc, au-delà maintenant de cette marque de respect, nous reconnaîtrons aussi le fait que vous ayez déclaré être d'une autre génération. Par cela, vous vouliez dire la génération qui n'a pas par elle-même participé aux inhumanités qui relèvent de ce qu'on appelle communément aujourd'hui le colonialisme. Et cela est certainement aussi à votre avantage, dans la mesure où nous essayons quelque part de rationaliser cette réalité en disant que si vous n'êtes pas, comme vous le dites, de cette génération qui s'est livrée à des actes inhumains vis-à-vis des Africains, que vous seriez à même donc de mieux comprendre en ce 21e siècle les élans de liberté, les élans d'affirmation, de dignité, tant de fois compromises, parce que d'aucuns auront souvent appelé la France-Afrique, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que les Africains reprochent fondamentalement à la France cet interventionnisme néocolonial que, justement,
François-Xavier Verschave, dont l'ouvrage se trouve ici exposé, eh bien cette notion que Verschave a appelée la France-Afrique, c'est-à-dire cette manière assez particulière de la France de se vautrer dans une politique africaine néocolonialiste qui n'a donné aucune chance aux Africains de sortir du sous-développement. Donc que vous ayez reconnu ne pas être de cette génération qui a meurtri l'Afrique est certainement important. Mais cela veut aussi dire que vous n'avez pas droit à l'erreur, Monsieur le Président. Vous n'avez pas droit à l'erreur de vos prédécesseurs, dans la mesure où les leçons de l'histoire devraient quelque part avoir moulé votre approche du monde, votre approche non seulement de la France en Europe, ça nous le concevons, mais également votre approche de la France dans ses rapports avec l'Afrique. Vous n'avez donc pas droit à l'erreur. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le troisième élément que j'ai trouvé positif, c'est que vous ayez justement reconnu que le colonialisme était une faute morale. Mais je dirais même qu'en fait, ce mot est trop doux. Le colonialisme fut un crime. Ce fut un crime contre l'humanité. L'humanité, non seulement de la victime, mais peut-être aussi même de ceux qui ont perpétré des actes inhumains envers l'Africain, en proclamant que l'Africain n'était même pas classable au rang des animaux. Et que selon ce qu'on a vu avec le Code noir, que l'Africain était un bien meuble, c'est-à-dire comme cette table ou une chaise sur laquelle on pouvait s'asseoir, qu'on pouvait jeter, et sur lequel on avait le droit de vie ou de mort. C'était donc un crime contre l'humanité. L'esclavage, mais par la suite aussi le colonialisme, dans la mesure où le fameux code de l'indigénat qui avait été mis en place n'a fait que perpétrer et perpétuer en Afrique les mêmes ignominies qui avaient déshumanisé l'Africain. L'esclavage avait continué en Afrique sous la forme de travaux forcés, de la négation de droits qui ont fait même que, en plein milieu du XVIIIe siècle, au moment où les Français proclamaient la dignité de l'homme, et bien dans les Antilles, les îles, on n'a pas inclus le noir esclave dans les grandes proclamations des droits de l'homme en 1789. C'est là une faute morale, mais aussi un crime contre l'humanité. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que les Haïtiens se sont obligés, ayant été ignorés par la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, aient décidé de conquérir leur liberté par les armes. Mais si le colonialisme fut effectivement ce crime, dont nous ne devons plus nous détourner et que nous devons frontalement reconnaître comme tel, ce que les Africains appellent aujourd'hui la France-Afrique demeure quelque part la continuité, la continuation de cette même faute morale, de cette même négation de l'humanité de l'Africain. La France-Afrique est une approche néocolonialiste, effectivement, des rapports entre l'Afrique et la France. Or, il se trouve, Monsieur le Président, que lors de votre visite en Côte d'Ivoire, vous avez employé des mots comme aide, l'aide de la France, la garantie de la France, qui sont, à mon avis, des mots qui m'écorchent, et aussi écorchent, je crois, la plupart des Africains quand ils les entendent. Dès lors que nous savons tous que l'aide dont vous parlez n'est pas un don, ni une sorte d'aumône, mais plutôt la perpétuation des mécanismes qui
endettent et puis appauvrissent l'Afrique. Il faut reconnaître, dans cette manière d'aborder le problème, ce que j'appelle l'infantilisation de l'Afrique, à laquelle on doit ajouter les éléments de paternalisme néocolonial qui font justement qu'aujourd'hui la jeunesse africaine reproche à la France cette France-Afrique néocolonialiste qui ne cesse d'écorcher la destinée de ce continent pour des raisons qui parfois n'ont aucun sens, ni politique ni économique, et je vais expliciter pourquoi. Donc, pour le Français de la nouvelle génération que vous êtes, Monsieur le Président, les Africains attendraient de vous que justement vous sortiez des schèmes classiques qui ont souvent délimité les rapports entre l'Afrique et la France. Il faut donc déjà commencer à penser à cette idée que continuer à infantiliser l'Afrique, cette Afrique qui doit toujours dépendre de la France et qui, quelque part, doit toujours s'attendre à l'aide de la France, eh bien, nous ne sortirons jamais des relations de paternalisme tant que la France abordera ses rapports avec l'Afrique sous l'angle de l'aide. Surtout sachant ce que Verschave a dit de ce qui se passe avec l'aide au développement, qui n'a jamais réellement servi aux Africains. Tout ce que ça a accompli, c'est endetter un peu plus les Africains et les rendre encore plus redevables et donc plus dépendants de la France. Une stratégie simple, on va dire, de perpétuation de la domination française en Afrique, il faut le dire. Et par la suite, quand dans votre discours, vous parlez donc de garantie française, dans le cadre de cette annonce que vous avez faite, qui est de mettre à la retraite le franc CFA, eh bien pour moi et beaucoup d'Africains, nous trouvons malgré tout que le fait pour la France de continuer à vouloir s'intercaler entre l'éco et l'euro pour apporter cette soi-disant garantie est encore une autre faute, on va dire, stratégique de la France. Car, encore une fois, nous parlons là de ce qu'on appelle des approches cosmétiques. La France admet le principe du changement du franc CFA, mais ne change pas les mécanismes de dépendance. Vous comprenez donc que pour les Africains, surtout éveillés que nous sommes aujourd'hui, et surtout cette jeunesse éveillée qui proclame son envie d'indépendance, son envie de dignité dans les rues de l'Afrique, les rues des capitales africaines, cette jeunesse a du mal à comprendre que cette annonce que vous avez faite en Côte d'Ivoire concernant la fin du franc CFA, ou plutôt la mise à la retraite de cette monnaie, symbole du paternalisme français en Afrique, finalement est accouché d'une souris. S'il s'agit simplement de changer le nom de franc CFA à l'éco, mais sans changer les mécanismes, justement, d'arrimage, qui font que cette monnaie, vous vouliez encore l'arrimer à la monnaie européenne, donc à cette influence française, qui en plus, ici, dépasserait même le cadre du giron francophone, pour s'étendre vers le giron anglophone. Donc, une forme de vassalisation de tout le monde, de toute l'Afrique occidentale, toute l'Afrique de l'Ouest, qui ferait que des pays de langue anglaise, comme les pays de langue française, deviennent quelque part des projections de la domination économique de la France. À mon avis, vous savez très bien que les Africains
n'étaient pas prêts, ne seront jamais prêts à accepter cela. Le Nigeria, le Ghana, le Libéria, de ces pays anglophones, auront du mal à s'atteler à une monnaie qui, en réalité, étendrait l'influence de la France en Afrique de l'Ouest, et donc une sorte de pénétration à la manière d'un cheval de Troie qui, croyant tromper les Africains, n'est-ce pas, essaie de s'insérer en Afrique de l'Est, et donc de s'étendre sur toute l'Afrique de l'Ouest par le stratagème d'une monnaie commune. Vous croyez, vous pensez, vous voyez effectivement qu'ici, les Africains auraient du mal à accepter cette approche cosmétique, purement cosmétique, donc de la France. Et quand on ajoute à cela le problème que justement ce soit le président français qui vienne en Afrique annoncer cela alors que cela aurait dû faire l'objet d'une réunion interafricaine par laquelle les Africains, en toute autonomie, auraient décidé à la fois du changement de nom, mais également de comment ils allaient garantir leur propre monnaie. Cela, je crois, aurait été une approche un peu plus respectueuse de cette Afrique-là. Et malheureusement, Monsieur le Président, malgré votre jeunesse, malgré le fait que vous n'ayez pas été de l'ère de ceux qui s'activaient frontalement à réduire l'Africain à l'état d'animal, à lui refuser son humanité, malgré le fait que vous ne soyez pas de cette génération, nous constatons malheureusement que les schèmes du paternalisme néocolonial français restent très forts en vous et peut-être aussi en ceux qui aujourd'hui dirigent la France. Les Africains seront donc en mesure de vous dire, Monsieur le Président, qu'ils sont foncièrement déçus de cette approche. Mais allons au-delà même de cela, parce que il est vrai qu'on pourrait s'étendre ad vitam aeternam sur la question de la France-Afrique, qui d'ailleurs, moi, ne me fait pas peur, parce que je crois qu'à la différence de pas mal d'autres Africains, moi j'estime que l'idée d'aller quémander la liberté devant les Français, sincèrement, doit aussi être une approche à abandonner. Un peuple qui se respecte ne va pas quémander à genoux de son maître que le maître le libère. Vous savez très bien que ce n'est jamais le maître qui décide de la libération de son esclave. Et en général, quand c'est le maître qui décide de la libération de son esclave, il faut toujours voir que ce maître voudra maintenir des éléments de contrôle. La liberté ne se donne pas, comme l'ont souvent dit certains. La liberté se conquiert. Et toute liberté qui n'est pas conquise finit toujours par être une liberté tronquée. Et donc aux Africains, je dirais que ce n'est jamais, et ce n'est pas dans les rues de Paris, ni dans les attitudes petit nègre qui consistent à aller en France s'agenouiller devant le président français. Ce n'est pas par ces attitudes que nous conquérons la dignité de l'Afrique. La dignité de l'Afrique se conquérera dans les rues des capitales africaines, des villes africaines, dans les maquis africains, dans les villages, les hameaux, dès lors que cet élan participerait d'un engouement général de tout un chacun, de toute l'Afrique, pour la dignité à laquelle nous ne cessons d'aspirer. C'est donc dans les rues de nos capitales, de nos villes, qu'à mon avis, se conquérera cette liberté, de telle sorte que si elle arrive effectivement, cette dignité ne soit pas dépendante de ce que la France décide, mais dépendante uniquement de ce que nous voulons. Le Burkina Faso nous a fait la démonstration magnifique que sans le consentement de la France, des peuples peuvent quand même défaire les dictats que la France s'était évertuée à soutenir. Donc pour moi, le débat sur la France-Afrique est beaucoup plus simple parce que c'est un débat qui met en exergue la dimension politico-humaine d'un problème.
Ce n'est pas un prononcement divin, ça ne ressort pas des méandres de la pensée divine. Ce n'est pas une injonction divine. Et dès lors que c'est une affaire politico-humaine, elle peut être mathématisée, et cette mathématisation impose que les Africains comprennent qu'en réalité, la liberté se conquiert quand les peuples qui subissent l'ignominie décident d'en finir. Et donc la France-Afrique, elle aussi, prendra fin le jour où les Africains décideront de s'en défaire. Donc pour moi, la France-Afrique ne me fait pas peur. Elle ne fait peur qu'à ceux qui aiment gémir, qui aiment aller s'agenouiller pour prier le président français, les Français, de venir les libérer. Et moi, je trouve toujours qu'il y a une contradiction horrible dans cette approche-là, où les Africains qui se plaignent de l'interventionnisme de la France vont dans les rues de Paris gémir et se plaindre de cet interventionnisme en invitant la France à venir intervenir dans les affaires des Africains. Moi, je trouve cela contradictoire. Je préférerais une approche par laquelle les Africains, dans les rues de l'Afrique, proclament la fin de la France-Afrique. Mais mon invitation aux Africains aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, la France-Afrique est un phénomène humain, politico-humain, et tout ce qui est politico-humain a une mathématicité, et cette mathématicité a donc toujours une solution. Et cette solution, à mon avis, elle s'exprime uniquement dans la rue, dès lors que les peuples ont décidé d'en finir. Et là, il ne s'agit pas justement d'être anti-français, parce que, vous savez, ce n'est pas une question d'être anti-français. La question ici, elle est fondamentalement celle de la dignité humaine. On peut vouloir la dignité humaine des Africains sans être anti-français. Et cela, je pense que nous pouvons y arriver. Et dans le cadre de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, je voudrais encore dire au président Macron que, une fois évacués ces éléments qui sont, à mon avis, des fautes, non seulement épistémologiques, mais aussi historiques, qui montrent que la France n'a pas encore appris ses leçons dans le cadre de ses rapports avec l'Afrique, je voudrais maintenant poser le problème de manière un peu plus large. Parce que je constate que le président Macron fait une autre faute qui est peut-être stratégique, mais qui relève évidemment, on va dire, du conditionnement, certainement qu'il a reçu dans sa jeunesse, par lequel peut-être ses aînés et ceux d'une certaine génération ont continué à parler de l'Afrique comme d'une terre où voilà, les gens sont simples et qu'on peut les mener par le bout du nez et que voilà, il faut envers eux agir comme des maîtres. Mais il me semble qu'il y a là une faute grave quand, par exemple, le président Macron décide de réformer les économies africaines d'Afrique de l'Ouest sans tenir compte du contexte dans lequel cette réforme allait s'exprimer. Moi, je pense que le débat sur le franc CFA doit s'élargir à un débat beaucoup plus large que cela, parce que la question du franc CFA en elle-même ne résout pas tous les problèmes qui relèvent justement de la débâcle généralisée de l'Afrique aujourd'hui. Et donc, commencer par le CFA, c'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Je m'explique. Le CFA, évidemment, est une question monétaire, donc financière. Elle relève effectivement d'un pan des économies africaines qui aujourd'hui, évidemment, surtout francophones, évidemment, qui restent arrimées, évidemment, à l'économie française, de par les mécanismes que tout le monde condamne. Ça, c'est un fait. Mais le problème aussi, quand on analyse la situation d'un pays ou d'un continent, c'est de ne pas isoler les phénomènes. Il faut regarder les phénomènes et voir comment ces phénomènes s'articulent et s'imbriquent les uns dans les autres.
comment peut-on imaginer solutionner les problèmes de l'Afrique uniquement parce qu'on aura agi de manière cosmétique sur le franc CFA? Et là, je touche là à un débat plus large, hein, parce que qu'il s'agisse d'une initiative française ou purement africaine, j'estime que le débat sur le franc CFA reste incomplet. Nous devons a priori nous interroger sur le contexte dans lequel cette réforme va s'articuler. Et en réalité, j'ai presque envie de dire que réformer le CFA sans réformer les contextes politiques en Afrique francophone aujourd'hui est une faute grave qui incombera non seulement à la France, si elle continue à vouloir diligenter la démarche des Africains, ou alors aux Africains eux-mêmes s'ils ne tiennent pas compte de la réalité. Moi, je dirais à M. le Président, M. Macron, qu'il vous suffit de voir déjà cette image bizarre où le président français, venant d'un pays démocratique, irait dealer avec un dictateur de la trame de Alassane Ouattara. Mais cette image, déjà, Monsieur le Président, vous qui êtes d'une autre génération, elle devrait vous gêner. Ce que je veux dire par là, c'est que pour réformer on ne peut pas réformer le CFA sans réformer les contextes politiques dans lesquels la nouvelle monnaie, qu'elle s'appelle ECO ou autre chose, s'articulerait. Et en fait, le nom n'est que symbolique. Pourtant, on aurait pu maintenir le nom CFA, mais sans réformer les mécanismes, ça ne vaut rien. Donc, que ça soit ECO ou CFA ou un tout autre nom, tant que les mécanismes et le contexte dans lequel cette nouvelle monnaie est appelée à évoluer n'ont pas été réformés eux-mêmes, eh bien j'ai envie de dire que bon, nous serons toujours au point de départ du problème. Donc nous avons intérêt, nous, en tant qu'Africains, à mieux articuler ce que nous voulons aussi. Il me semble que, aujourd'hui, la priorité est d'abord de rendre réellement indépendants les pays africains. Alors, mais l'indépendance commence d'abord par l'articulation des paramètres de gouvernance par lesquels les Africains doivent pouvoir fonctionner pour soutenir leurs propres économies. Tout le monde sait, en théorie économique, que tant que ces dictatures existent, il y aura la corruption, parce que la corruption est obligatoire pour les régimes africains aujourd'hui, surtout dans les contextes ethniques, qui sapent la capacité de nos États à évoluer avec une certaine cohésion. Eh bien, les dynamiques politiques dans lesquelles nos États évoluent ont besoin de se démocratiser. Ça veut donc dire que sans défaire ces dictatures qui ne comptent que sur la corruption pour subsister et qui en même temps sont des trous à budget dans la mesure où, pour entretenir les mécanismes de corruption, l'argent n'est pas investi dans les domaines dans lesquels n'est-ce pas, l'on devrait investir pour pouvoir amener nos pays à des niveaux de développement acceptables, puisqu'il n'y a pas d'état de droit. Et donc, dès lors que nous sommes dans des contextes de dictature, tout l'argent que ce pays produirait se perdrait toujours dans les réseaux de corruption, qui, encore une fois, je le dis, dans le contexte postcolonial de l'Afrique aujourd'hui, sont presque obligatoires. Puisque ce sont des dictatures, elles ne peuvent pas compter sur la démocratie pour persister au pouvoir. La seule manière de persister, c'est donc d'agir à la fois sur le levier militaire, donc militaro-policier, mais également sur le levier financier, qui fait que même quand la France dit voilà de l'aide, mais la France sait très bien que cette aide finira dans les poches des dirigeants, finira dans les circuits de corruption. Et les objectifs pour lesquels ces aides auront été octroyés, ces objectifs-là seront perdus dans les méandres des réseaux de corruption. Et donc, on reviendra toujours au point de départ. Donc, moi, je pense que
Si la France avait été bien inspirée, et surtout vous, Monsieur le Président, si vous aviez été bien inspiré, votre première démarche n'aurait pas été nécessairement d'aller dans le sens improvisé que vous avez adopté pour le franc CFA. Parce que là, il me semble que la charrue a été mise un peu avant les bœufs. Vous avez apparemment soigneusement évité le débat politique. Et c'est pour cela que vous êtes plus ou moins affiché avec un dictateur. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas là pour les intérêts de l'Afrique. Et les Africains savent lire dans cela. Donc nous avons intérêt aujourd'hui à clarifier le discours. Donc, plutôt que d'inverser le processus, on doit essayer d'éviter de faire comme vous avez fait, Monsieur le Président, d'aborder donc le processus à l'envers. La démocratisation de l'Afrique doit être la priorité. Et en même temps que cette démocratisation, nous devons avoir le désengagement politique de la France. Ceci est important parce que, comme je l'ai dit, continuer à dealer avec des dictatures, sachant bien que tout système de dictature est basé sur l'anachronisme, ce que j'appelle l'anachronisme des politiques de corruption qui tuent les économies de ce pays et irriguent donc la survie, la capacité de survie de ces régimes. Eh bien, c'est un peu quelque part encourager la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de la France. Parce que d'un côté, vous reconnaissez les dictatures, sachant très bien que ces dictatures vont détruire les économies et que tout emprunt fait auprès de la France ou des organismes internationaux comme le FMI, eh bien, tout cet argent finira toujours dans les réseaux de corruption, il n'ira jamais dans les projets de développement. Et donc, quand vous cautionnez ces dictatures, ces dictateurs, encore une fois, c'est indirectement, quelque part, que vous cautionnez la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de la France. Puisque vous maintenez ces régimes que vous savez totalement inadéquats, sous perfusion. Et donc, nouvelle monnaie ou pas, vous savez très bien que ces économies ne marcheront jamais tant que ces dictateurs seront au pouvoir. Donc, en ignorant le principe politique, le principe de la démocratisation de l'Afrique, et en allant faire cette charrue avant les bœufs, Monsieur le Président, tout ce que vous accomplissez, c'est simplement la perpétuation des schèmes et des mécanismes du paternalisme néocolonial que les Africains ne cessent d'appeler la France-Afrique. Vous aurez donc mis quelque part la charrue avant les bœufs et créé une sorte d'illusion. Une illusion qui, malheureusement, avec la jeunesse éveillée d'aujourd'hui, ne passe plus. Or, Monsieur le Président, la faute de la France se trouve justement là. Dans le cautionnement des dictatures qui rendent économiquement inutile tout effort de rationalisation de la gestion et de la gouvernance en Afrique, notamment francophone. Et vous semblez même ignorer les leçons de l'histoire, telles que, par exemple, les Américains nous les enseignent, Monsieur le Président. Les Américains, contrairement à la France, ont opté pour une toute autre politique impérialiste. La France, contrairement à l'Amérique, est restée dans les anciens schèmes, les anciens mécanismes qui disent, bon, on va en Afrique, on puise les matières premières qu'on ne développe même pas sur le terrain, c'est-à-dire on prend du pétrole brut, on va le distiller en France, on prend du bois, on va le traiter en France, et donc en réalité, vous videz l'Afrique de ses matières premières, mais en même temps, vous ne dotez l'Afrique d'aucune industrie. Donc l'Afrique reste tout simplement cette terre-là, ce continent où on puise des richesses primaires qu'on va exploiter en France pour donner de l'emploi aux Français et rien pour l'Afrique. En cela, vous êtes très différent, quelque part, en France, des Américains. Les Américains sont impérialistes, c'est vrai. Mais les Américains le sont d'une autre manière. Les Américains, évidemment, visent leur intérêt.
Mais c'est parce qu'ils visent justement leur intérêt qu'ils n'hésitent pas à aller implanter des usines en Afrique, en Chine, en Indonésie, un peu partout dans le monde. Là où ils savent qu'ils peuvent non seulement implanter des usines, mais produire leurs produits à moindre coût. C'est une politique qui a l'air antinomique et contradictoire, parce qu'on se dit, mais si vous allez produire en Chine, est-ce que le fait de transporter ces produits, les ramener aux États-Unis, ne va pas coûter plus cher, et donc, avec les taxations et tout le reste, bon, rendre ces produits inaccessibles? Mais non, les Américains ont compris qu'en fait, les marchés asiatiques, par exemple, leur permettent de produire des produits à moindre coût, et que malgré les taxes de réimportation, ces produits restent toujours beaucoup moins chers. Et donc, bon marché, suffisamment bon marché, pour qu'une fois entrés aux États-Unis, ils coûtent toujours moins cher que s'ils avaient été fabriqués aux États-Unis. Et vous voyez que cette manière d'aller ailleurs, implanter des usines, a rendu l'Amérique très productive. L'Amérique n'est pas dynamique économiquement parce qu'elle produit uniquement aux États-Unis. L'Amérique est dynamique parce qu'elle sait reconnaître les marchés qui leur permettent de produire à moindre coût. Mexique, Chine, Brésil et ailleurs. Et ils savent que cela permettra de rapatrier ces produits à moindre coût. Or, Monsieur le Président, vous semblez ignorer que le monde francophone, c'est-à-dire France, Belgique, Canada et Afrique comprise, mais tout ce monde-là, tous ces pays représentent un marché aussi grand que le marché américain. Faites le calcul des populations de tous ces pays-là. Vous verrez que c'est un marché aussi large que le marché américain. Donc, un marché de plus de 300 millions d'habitants que la France a préféré négliger pour maintenir cette illusion de grande puissance mondiale. Alors même que, au jour d'aujourd'hui, la France est un pays moyen, d'économie moyenne, et qui ne cesse de régresser face à la montée de pays comme la Chine, l'Inde. Mais qu'est-ce qui fait la force de l'Inde aujourd'hui ou de la Chine? Il est vrai que leur revenu, leur PIB par tête est encore beaucoup inférieur à celui de la France, c'est vrai. Mais ce qui fait principalement leur force, c'est la taille de leur population. On ne voit pas où la France ira avec ses petits 60 millions, vu que maintenant des pays comme le Congo, Kinshasa, ou le Nigeria ont des populations plus importantes que celles de la France. Nous estimons que quelque part, la taille de la population d'un pays détermine aussi quelque part son dynamisme économique. Donc la France ignore ce gros marché en choisissant d'appauvrir ses anciennes colonies reste quelque part quelque chose d'incompréhensible. Alors nous en sommes donc aujourd'hui à nous demander si la France ne voit pas la nature antinomique de cette approche qui est presque un suicide économique, qui consiste à ne pas voir qu'en réalité, la France est en train d'asphyxier un gros marché, un marché aussi grand que le marché américain. Plus de 300 millions d'habitants, de personnes dans le monde francophone, si on inclut la France, la Belgique, le Canada et tout le reste. Le monde francophone compte aujourd'hui un marché de plus de 300 millions d'habitants, mais que la France asphyxie parce qu'elle reste ancrée, arc-boutée sur d'anciens schèmes qui ne vont pas à long terme lui profiter. Or, ce marché-là pourrait faire concurrence au marché américain et profiter beaucoup plus à la France, puisqu'en fin de compte, c'est la France qui est, du moins quand on la compare au monde francophone, c'est la première puissance manufacturière de ce conglomérat francophone. Ça veut donc dire que si la France avait
encourager la démocratie en Afrique et donc la bonne gouvernance qui aurait enrichi les peuples, si la France avait permis l'enrichissement des pays africains, mais ces pays seraient les premiers consommateurs de la production française. Donc la manufacture française ne s'en retrouverait que plus dynamisée parce qu'il y aurait un marché acquis, qui est le marché africain. Aujourd'hui, les Africains ne peuvent rien acheter. En France, c'est trop cher, que ce soit les voitures ou autre chose. C'est la Chine qui reste, pour eux, quelque part, le marché le plus accessible. Et donc, les importations chinoises seraient beaucoup plus alléchantes pour les Français pour les Africains que les importations françaises. Donc, il me semble, Monsieur le Président Macron, que il y a encore chez les Français, et donc vous-même, un blocage historique, peut-être même aussi psychologique, mental, par lequel vous refusez quelque part de reconnaître encore la capacité de l'Africain à s'affirmer comme un être à part entière, un être humain à part entière. Vous dites bien oui l'Africain, mais il y a toujours un petit mais qui s'y ajoute dès lors qu'on analyse les contributions de l'Afrique. Donc je pense que tant que vous n'aurez pas reconnu ce marché de 300 millions d'habitants, tant que vous n'aurez pas reconnu que c'est dans le nombre en matière d'habitants qu'on obtient le dynamisme économique dont on a besoin, la Chine et l'Inde le prouvant tous les jours, que le nombre fait la force d'un peuple. Et que même si la France et les Africains ne sont pas le même peuple, mais l'histoire partagée aurait dû faire qu'en fait la France encourage l'enrichissement des Africains, comprenant bien qu'en réalité cet enrichissement allait se répercuter positivement dans l'économie française. Mais je crois comprendre pourquoi la France hésite souvent, parce que les schèmes néocoloniaux, donc qui lui viennent du colonialisme, ont souvent fait que la France ait peur de l'Afrique, fondamentalement. La France a peur de l'Afrique d'abord au niveau de la langue, parce que quelque part, la France ne veut pas encore reconnaître que le centre de ce qu'on appelle la francophonie n'est plus en France. Ce centre est en Afrique, où la population est beaucoup plus jeune, et donc beaucoup plus appelée à influencer l'avenir de la langue française. Que ça soit dans sa forme, on va dire standard d'aujourd'hui, ou dans les formes que l'Afrique est en train d'inventer sous nos yeux. Et qui seront probablement le français de demain. Et cette peur de la France existe parce que plutôt que d'embrasser cette évolution, la France s'y refuse et veut conserver une certaine pureté de sa langue, sachant très bien qu'en réalité, la France a perdu sa langue. Cette langue est devenue la langue de tous ceux qui parlent français, et les Africains sont appelés à moduler cette langue-là à leur goût, et comme ce sont les plus nombreux, eh bien, le centre de la langue française finira par devenir celui de l'Afrique. Bon, peut-être que les Français ont peur demain de parler les langues africaines, hein? C'est-à-dire ce français africain qui finira par s'imposer à tout le monde, qu'on le veuille ou pas. Et plus tôt la France reconnaîtra cette réalité, mieux ça vaudra, à mon avis. Mais il y a aussi ce que j'appelle la peur de... Non seulement pas de l'invasion africaine, parce que les Africains certainement retourneraient chez eux et n'encombreraient plus la France de leur présence si la plupart des pays africains marchaient bien. Voilà. Mais nous pensons plutôt que la France a peur d'un dynamisme africain qui ferait qu'elle perde le rôle central qu'elle croit être le sien depuis l'époque coloniale. Puisque si demain les économies africaines finissaient par dépasser l'économie française, hein, dans leur ensemble, ces pays-là pèseraient graduellement, progressivement, beaucoup plus que la France. Et ça, c'est apparemment quelque chose que la France ne
veut pas accepter. Mais nous avons envie de dire aux Français que plutôt que de lutter contre cette tendance, il faut l'accompagner. Et encore une fois, il faut suivre l'exemple américain. L'exemple américain n'a pas appauvri l'Amérique, ou bien au contraire, ça fait que l'Amérique devienne même encore plus dominante. L'Amérique n'a pas eu peur de la Chine, elle est allée investir en Chine. Les deux économies sont tellement imbriquées aujourd'hui qu'on aurait même du mal à imaginer que ces deux pays entrent en guerre un jour, parce que une guerre entre les deux pays voudrait dire l'écroulement des deux économies en même temps. Cette interdépendance, elle est positive pour la Chine, mais aussi pour l'Amérique. Cette interdépendance rend la Chine dynamique économiquement, enrichit les Chinois et leur permet justement de consommer américain. Et ainsi de suite. Et les Français, à mon avis, auraient pu être l'autre pôle mondial au niveau de la génération de la richesse. Si, plutôt que de privilégier l'Europe, qui n'est pas une faute en soi, elle s'était quand même concentrée sur le développement d'une Afrique qu'elle aurait prise en partenariat gagnant-gagnant pour pouvoir en fait enrichir l'Afrique et ceci faisant enrichir la France. Les interconnexions culturelles sont une prédisposition naturelle à une collaboration gagnant-gagnant. Mais la France, dans cet ensemble, a voulu demeurer dominante en transformant les Africains en mendiants, mais pour maintenir une dépendance qui, en fin de compte, n'aide ni la France ni les Africains. D'où le désir des Africains de demander le désengagement de la France, parce que, quelque part, la France, par sa présence, a tendance à privilégier des dictatures qui continuent à meurtrir leur peuple, alors que si la France se désengageait politiquement, eh bien, elle permettrait à ces peuples de se débarrasser eux-mêmes de leur dictature, sans encombrement de la France, et à partir de là, de se forger leur propre destinée. Et si la France veut être partenaire dans ce moment-là, eh bien, je suis sûr que la plupart des pays africains s'accommoderaient de ce partenariat, sachant très bien qu'ils jouissent désormais de leur libre arbitre et sont capables de conduire leur destinée sans entrave française. Pour donc terminer, je finirai donc, Monsieur le Président, avec quelques recommandations. La première est que votre projet d'éco a été abordé, en fait de remise à la retraite donc du franc CFA et son remplacement par l'éco, a été abordé, il me semble, par une certaine précipitation, mais aussi quelque chose qu'on appellerait une certaine mesquinerie, qui est que vous avez, de toute évidence, voulu enfoncer une nouvelle monnaie dans la gorge des Africains, mais une monnaie que vous vouliez utiliser comme cheval de Troie pour en réalité pénétrer les autres économies d'Afrique de l'Ouest, donc des pays comme le Nigeria, le Libéria, le Ghana, et ainsi de suite, pour les arrimer à l'économie française et créer cette dépendance, élargir cette dépendance au-delà même des pays francophones qui étaient, on va dire, les partenaires classiques, ou plutôt les victimes classiques de cette politique monétaire. Le conseil ici serait donc de mettre au placard ce projet, car il est mal pensé, il est précipité, il ne change rien dans les mécanismes qui existeraient, puisque l'arrimage par rapport à l'économie française reste intact, et donc changer de nom ne servirait donc à rien dans ce contexte-là. Il faut donc mettre au placard ce projet, ou du moins provisoirement, mais le dévancer par, à mon avis, une conférence internationale
qui impliquerait les pays de la société, les membres de la société civile africaine, notamment, pour que ce soit eux et non plus les dictateurs qui redéfinissent avec la France si la France se veut partenaire de ce processus. Je ne dis pas une France qui dicterait sa volonté, mais une France qui accompagnerait le désir de la société civile, des sociétés civiles africaines, qui elles-mêmes définiraient le type de démocratie qu'ils désireraient dans leurs pays respectifs, de telle sorte que les modèles de démocratie qui écloraient de cette dynamique réformatrice puissent donc amener ces pays à des élections libres qui changeraient la génération de dictateurs, le mettraient à la retraite et permettraient à l'Afrique d'avancer avec des dirigeants que les Africains auraient librement choisis, sans interventionnisme français. Et pour nous, cela veut donc dire l'obligation pour la France de se désengager de l'Afrique. Que la France ne puisse plus, par exemple, s'immiscer par des discours ambigus ou des déclarations du style « oh, l'élection s'est plus ou moins bien passée » quand elle sait bien que cela n'a pas été le cas. Et que le cas échéant, la France puisse dire ouvertement que, bon, telle élection s'est mal passée, elle ne reconnaîtra pas ce régime. Ce qui permettra au peuple même de pouvoir, sachant que la France n'interviendra plus dans leurs affaires, décider eux-mêmes de leur avenir et donc, quelque part, puissent décider par eux-mêmes de chasser leurs dictateurs là où cela s'impose et reformuler, comme ils le souhaitent, des mécanismes de la pratique politique qui leur permettraient désormais d'avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, de garantir le droit de vote de tout un chacun, de garantir que le vote des citoyens compterait réellement et qu'aucun interventionnisme, ni français ni d'ailleurs, viendrait compromettre cette volonté librement exprimée par les peuples eux-mêmes. Évidemment, cela demanderait que, dans le cas de ce désengagement, la France conditionne également toute aide. Évidemment, ici, je ne voudrais plus conditionner le mot aide, mais toute coopération à la démonstration des mécanismes de démocratie qui garantiraient que, justement, les Africains encourageraient la bonne gouvernance par le pouvoir de vote, puisque quand un leader ou un dirigeant sait qu'il ne doit sa réélection ou son élection qu'à la bonne gouvernance, eh bien, cela forcera naturellement les dirigeants à finalement s'occuper donc de mieux gérer le patrimoine national. Et quand ils l'auront mal géré, eh bien, les peuples, par le simple jeu du vote démocratique, les mettront à la porte pour mettre à la place quelqu'un de mieux armé pour affronter les défis du développement auxquels les Africains font face. Et donc, ce conditionnement serait certainement un signe de bonne volonté de la France, qui, sans interventionnisme, se montrerait simplement désengagée quand il s'agit du droit des peuples à se choisir leur destinée, mais engagée dans des entreprises de coopération gagnant-gagnant, qui permettraient donc à la France de pouvoir se rééduquer à la nécessité, ou plutôt à l'idée que si les peuples africains sont riches, eh bien cette richesse se répercutera forcément dans l'économie française. Et que l'idée, par exemple, d'exploiter les richesses naturelles en Afrique même contribuera évidemment à la monétisation des Africains, ce qui les rendra économiquement non seulement solvables, mais aussi capables de consommer
la production française, de telle sorte que, voilà, les Africains monétarisés économiquement sont capables de consommer français. L'emploi est créé en Afrique, l'emploi est créé en France, et la richesse est à ce moment partagée. Et pour cela, il suffit de suivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple des Américains. Le modèle américain marche. Le modèle américain qui est impérialiste, mais c'est une sorte d'impérialisme qui profite minimalistement au peuple chez lesquels les Américains s'investissent. Hein, l'Indonésie, le Brésil, le Mexique même. Il est vrai que, bon, il existera toujours des rapports d'inégalité ici et là, mais il nous semble qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore tellement tout à faire en Afrique, tout à refaire en Afrique, qu'en réalité, c'est tout un marché, là, qui certainement profiterait à ceux qui sauraient s'en servir. Non pas dans le sens classique, mais dans le sens d'un partenariat réel. Mais la solution à cela passe d'abord par l'acceptation des principes de démocratie qui doivent désormais gouverner la coopération des Africains avec la France. Et tant que la France, malheureusement, continuera à avoir ses relations avec l'Afrique de manière paternaliste, ou en termes de mendicité et d'aide à donner à ces Africains nécessiteux, tant que les schèmes de pensée française, qui restent extrêmement classiques, et donc infectés par le virus du colonialisme, qui fait que dans son approche néocolonialiste, la France continue à voir le monde exactement comme elle le faisait au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, XXe siècle. Eh bien, je pense là que c'est une faute grave que vous, Monsieur le Président, homme d'une autre époque, jeune dans l'âme, devriez intégrer dans votre approche de la politique africaine, pour que demain, vous ne soyez plus hors sujet, mais fondamentalement ancré dans l'époque que vous dites être la vôtre, ce 21e siècle, qui devrait mouler votre esprit aux réalités du monde d'aujourd'hui. La France ne profitera jamais d'une Afrique qui demeurerait pauvre. La France tirerait meilleure partie d'une Afrique qui serait enrichie et qui donc enrichirait l'ensemble du monde francophone. Le marché de 300 millions d'habitants que le monde francophone représente aujourd'hui est une bénédiction et devrait permettre une sorte de redynamisation des rapports franco-africains, pourvu que ces rapports soient débarrassés des schèmes du paternalisme néocolonialiste qui, jusqu'à présent, a défini les rapports entre la France et l'Afrique. J'espère donc, Monsieur le Président, que vous passerez désormais de cette faute morale que vous-même avez reconnue à, j'allais dire, une nouvelle approche qui serait basée sur ce que j'appellerais ici un humanisme moral, un nouvel humanisme moral qui viendrait redéfinir les rapports entre la France et l'Afrique. Je vous remercie.